En région parisienne, quand Antoine et Francesca ont soif, bien sûr, ils boivent. Mais chacun a ses petites habitudes. Allez les enfants, venez boire un petit coup. Antoine, lui, boit directement à la bouteille. C'est bien plus pratique. Si je n'ai pas de verre, si je suis très pressée. Mais pour sa sœur, boire à la bouteille, et pire, la partager, c'est hors de question. Moi, je n'aime pas boire derrière les autres, ça me dégoûte. Je préfère boire dans un verre, tout simplement. On a tous des microbes, et si on boit à la bouteille a elle-même des microbes. Et une fois la bouteille vide, Valérie, leur maman, a le réflexe de la remplir à nouveau. J'avoue que parfois, je réutilise la bouteille 1 à 2 fois maximum. Et après, effectivement, je la jette. En matière d'hygiène, qui a les bons réflexes dans cette famille? Boire au goulot, est-ce sale, voire dangereux pour notre santé? Pour le découvrir, nous avons demandé à Mac Lesguy de se prêter à une expérience. Durant 14 jours, il a bu dans une même bouteille qui n'a pas quitté son bureau. Puis il a fait la même chose avec une autre bouteille, cette fois-ci durant 2 jours. Ces 2 bouteilles à moitié vides, nous les avons envoyées au service parisien de santé environnementale. Dans chacune d'elles, Agnès Lefranc, chef du service, et son équipe ont fait des prélèvements qu'ils ont mis en culture, ce qui permet de mettre en évidence la présence éventuelle de bactéries et leur quantité. Aujourd'hui, Max s'apprête à découvrir les résultats. Agnès, bonjour. Bonjour Mac. Alors, avez-vous pu analyser le contenu des 2 bouteilles que je vous ai envoyées? Eh bien écoutez, oui, nous avons commencé par analyser le contenu de la bouteille que vous aviez utilisée pendant 48 heures. Oui. Vous voyez qu'on observe un nombre important de colonies qui se sont développées sur cette boîte. Chaque petit point correspond à une colonie contenant chacune des millions de bactéries. Elles se sont déposées sur et dans la bouteille en seulement 2 jours. Mais alors, d'où est-ce qu'elles viennent? Elles viennent de vous parce que vous êtes naturellement porteur sur la peau, dans la bouche, d'un certain nombre de bactéries qui vivent avec vous. Lorsque vous allez porter la bouteille à la bouche pour boire ou dévisser le bouchon avec les mains, eh bien vous allez pouvoir contaminer la bouteille avec ces bactéries. Regardons le résultat sur la bouteille utilisée par Mac pendant 14 jours. Eh bien, le résultat est fou. Les bactéries ont tellement proliféré qu'elles ont fini par former une seule tache géante. D'une part parce que vous avez continué à boire, donc vous avez continué à apporter les bactéries dont vous êtes naturellement porteur dans cette bouteille. Oui. D'autre part, vous leur avez apporté des nutriments parce que par le contact avec la bouche, il y a un peu de protéines, de sucre également qui sont rentrés dans l'eau de la bouteille. En clair, ce sont nos petits résidus de nourriture. Quand nous mangeons, puis buvons au goulot, ils tombent dans l'eau et nourrissent les bactéries qui, du coup, se développent. Et ce n'est pas tout. Par ailleurs, cette bouteille était à température ambiante sur votre bureau, donc les bactéries avec tout ce qu'il fallait pour se multiplier, à manger, une température favorable, un milieu humide puisque c'est de l'eau, et donc on arrive au final à ce nombre très important de bactéries tel qu'on peut le voir sur les boîtes de pétri. Comme Mac, nous sommes nombreux à laisser traîner nos bouteilles d'eau un peu partout, exposées à des températures parfois très élevées. Mais alors, vu le nombre très important de bactéries qu'il y a dans la bouteille, est-ce qu'il y a un risque à encore consommer cette eau? Alors, ce n'est pas nécessairement le nombre qui fait la dangerosité. La plupart des bactéries que l'on porte naturellement, on vit très bien avec et elles ne sont pas pathogènes. Oui. Toutefois, le fait qu'il y ait un nombre extrêmement important de bactéries multiplie la possibilité que parmi elles, une soit pathogène. Au quotidien, nos mains traînent un peu partout et ne sont pas toujours propres. Alors, le risque d'introduire une bactérie pathogène qui pourrait nous rendre malades est-il réel? Nous avons posé la question à l'hôpital Bicêtre au docteur Laurent Dorté. Alors il y a très peu de chances qu'il y ait des bactéries pathogènes qui se développent dans notre bouteille d'eau. Il faudrait vraiment que ce soit des conditions particulières de mauvaise utilisation. Peu de risques donc, mais pour autant, il ne faut pas laisser traîner sa bouteille sur une surface souillée. Mais qu'en est-il si l'on partage sa bouteille d'eau en buvant au goulot? Dans ce cas, il peut y avoir un risque de contamination, notamment par des virus pathogènes. C'est vrai qu'on ne peut pas conseiller à quelqu'un de boire derrière une personne qui a une gastro-entérite ou une grippe, parce que là, très clairement, les risques sont plus importants qu'avec une bactérie. Alors, en résumé, que recommandent nos spécialistes?
Si on veut courir vraiment aucun risque, le plus simple, c'est de ne pas boire à la bouteille, de conserver la bouteille au frigo et de la consommer dans les quelques jours qui suivent l'ouverture. Ainsi, on est sûr que les bactéries n'auront pas des conditions favorables à leur développement. Agnès, je vais suivre vos conseils. Merci beaucoup. Eh bien, merci à vous. Au revoir. Au revoir. Voilà pour les bouteilles une fois qu'elles sont ouvertes. Et si nous laissons traîner longtemps une bouteille d'eau qui n'a pas été encore ouverte, est-ce que l'eau, ça se périme? Réponse à la faculté de pharmacie de Paris avec Mathieu Lazerge. L'eau en tant que molécule ne se dégrade pas chimiquement. Par contre, vous remarquerez qu'il y a une date limite de consommation sur les bouteilles minérales, qui peut varier de 2 à 3 ans, et qui est liée à la dégradation du contenant du matériau au contact de l'eau. En effet, le plastique des bouteilles peut se dégrader avec le temps sous forme de microparticules invisibles à l'œil nu. Et certains facteurs peuvent accélérer ce processus. L'élévation de la température, l'agitation lorsque l'on secoue une bouteille et la lumière solaire. Dans ces cas-là, la surface interne des bouteilles en plastique vieillit, devient plus rugueuse et on dénombre dans l'eau un nombre plus important de microparticules. Mais sont-elles dangereuses pour notre santé? Les microparticules et nanoparticules de plastique sont un polluant émergent et de fait, leurs effets sur la santé humaine ne sont pas connus. Réutiliser une bouteille d'eau est donc à éviter par précaution. Mieux vaut utiliser des gourdes ou des thermos en acier inoxydable. Une autre façon de boire que nous sommes nombreux à avoir adoptée, ce sont les canettes. Là encore, leur usage fait débat. Avec ou sans verre? Quand je bois une canette, je l'ouvre et puis je la bois sans utiliser de verre. Pas forcément un verre qui est disponible et boire tout de suite c'est beaucoup plus rapide donc on ne se prend pas la tête. Elle est exposée à la poussière, dans les frigos, on ne sait jamais les mains qui touchent. J'ai entendu sur les canettes que les conditions de stockage n'étaient pas idéales et que certains rongeurs, comme les rats, pouvaient contaminer le stockage et donc les palettes et la canette. Les rongeurs peuvent en effet être porteurs de la leptospirose, une maladie qui peut se transmettre par leur urine. Alors cette rumeur est-elle fondée ou s'agit-il d'une légende urbaine? À l'heure actuelle, il n'y a strictement aucune épidémie qui a été démontrée scientifiquement avec une leptospirose due à une contamination d'une canette. Et de toute façon, les conditions de stockage sont vraiment très réglementées pour ces canettes et il n'y a quasiment aucune chance que ça arrive. Avant d'être mises au rayon, les canettes sont donc censées être propres. En revanche, comme pour la bouteille d'eau, c'est nous qui pouvons contaminer une canette avec des bactéries. On a plein de bactéries sur les mains et on risque d'en mettre sur la canette lorsqu'on va l'ouvrir, lorsqu'on va la manipuler, tout bêtement. On peut conseiller de juste essuyer un petit peu la canette pour limiter le nombre de bactéries qui auraient pu être déposées par le manuportage sur ces canettes. Vous l'avez vu, lorsque nous buvons au goulot ou à la canette, nous déposons des bactéries qui, même si elles sont rarement dangereuses, peuvent rapidement se multiplier. De plus, nous pouvons les contaminer par des virus comme celui de la gastroentérite. Donc le mieux est de conserver sa bouteille au frigo et de la consommer dans les 48 heures. Et n'oubliez pas, pour éviter toute contamination, rien de plus hygiénique que de boire dans un verre propre. Pollution, maquillage, résidus de peau morte, transpiration et sébum, notre visage est-il sale? Faut-il le nettoyer tous les jours? Hommes, femmes, enfants, y a-t-il une différence? Comment choisir le produit le plus efficace et le plus adapté à notre peau? On vous dit tout! Nous sommes en région parisienne. Inès a 15 ans et comme beaucoup de jeunes filles de son âge, elle adore se maquiller. Mais chaque soir, il faut tout enlever. Donc là, j'ai mis un peu de blush, du fond de teint, j'ai fait mes sourcils mais j'ai fait mes yeux. Donc maintenant, il va falloir que je me démaquille, c'est mon petit rituel du soir. Donc là, je continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien sur ma peau. Quand le coton que je prends commence à être un peu plus propre. Sa maman, Virginie, elle, ne se maquille pas, mais elle nettoie sa peau chaque soir. C'est bon, Loulou, t'as fini? Oui. Je me démaquille pas parce que je suis pas maquillée, mais j'enlève toutes les saletés. J'ai besoin de me sentir propre. Je peux pas aller me coucher si je me sens pas propre. Alors que l'on se maquille ou pas, quels sont les bons gestes pour chouchouter notre peau? Intéressons-nous d'abord aux femmes qui se maquillent, ce qui est le cas de 8 Françaises sur 10. Pourquoi est-il si important de se démaquiller?
Nous avons posé la question à Marie Jourdan, dermatologue. Si on laisse le maquillage pendant plusieurs jours, va venir s'accumuler dans ce maquillage des polluants environnants, atmosphériques, de la poussière, des diesels, etc. et des allergènes. Et au bout d'un moment, ce maquillage va devenir étouffant pour la peau et quelque part, on va accélérer son vieillissement. En clair, le maquillage se comporte comme un piège à impuretés, ce qui peut accélérer le vieillissement de la peau. Donc, si on se maquille, on doit penser à se démaquiller tous les jours. Et vous faites comment ? J'utilise une lotion avec un coton. J'utilise une eau micellaire, assez pratique, ça fait pas gras. Soit de l'huile d'abricot, soit un lait démaquillant bio. Dans nos magasins, les produits se multiplient. Alors, comment choisir ? Victoria a rendez-vous aujourd'hui dans ce centre de dermo-esthétique parisien pour tester les 2 produits démaquillants les plus utilisés. Le lait et l'eau micellaire. Un produit qui ressemble à de l'eau, mais qui contient des agents lavants. Je vais vous démaquiller le côté droit du visage avec un lait démaquillant et l'autre côté avec une eau micellaire. Le lait s'applique aux doigts et s'essuie au coton. Quant à l'eau micellaire, elle nécessite de patienter quelques secondes pour agir avant de frotter délicatement. Il faut d'ailleurs savoir que frotter énergiquement est inutile et même irritant pour la peau. Résultat, pour le lait, Mathilde a utilisé 3 cotons et un de plus pour l'eau micellaire. C'est un produit qui va être un petit peu moins efficace qu'un vrai lait démaquillant. Et en plus, comme on a cette action de frottement sur votre visage, ça va sensibiliser davantage votre peau. Le lait va être plus doux et plus efficace en termes de démaquillage. Au final, ces 2 produits sont tout de même très performants et ils fonctionnent de la même manière. À l'intérieur de ces produits, il y a des molécules qui viennent attraper les saletés et les emmener dans l'eau de rinçage ou dans le coton. Donc finalement, on arrive à éliminer les impuretés et le maquillage de manière chimique. Le secret de ces 2 produits, c'est qu'ils contiennent des tensioactifs. Des molécules qui s'accrochent au sébum de notre peau, mélangées au maquillage, et décollent le tout. Alors entre les 2, lequel choisir ? Les peaux sèches se tourneront plutôt vers le lait démaquillant. Les peaux sensibles ou grasses vers les eaux micellaires. Et surtout, on applique le coton très délicatement. Quant aux lingettes démaquillantes, prudence si vous avez une peau sensible. D'une part, à cause du frottement qui peut irriter, mais aussi car elles contiennent plus de conservateurs qui peuvent entraîner des allergies. Et quand on ne se maquille pas, comme 2 femmes sur 10, doit-on vraiment se laver le visage chaque jour ? Pour le savoir, notre journaliste a tenté une expérience. Ce soir, elle se lave le visage une dernière fois. Voilà. À partir de maintenant, plus de nettoyage pendant 3 jours. Premier matin, sans me laver le visage. Jusqu'ici, tout va bien. Jour 2, l'expérience se poursuit. J'ai pas l'impression d'avoir vraiment la peau sale. La peau de notre journaliste est-elle réellement propre comme elle le pense ? Pour le savoir, retour au centre de dermo-esthétique pour une séance de photos particulière. C'est parti. Cet appareil va permettre de visualiser les accumulations de sébum et de bactéries sur la peau qui favorisent l'apparition de points noirs et de boutons. Premier cliché avant lavage. C'est bon, merci beaucoup. Notre journaliste nettoie ensuite sa peau au savon doux, puis nous reprenons des photos. Résultat, à gauche, la peau non lavée. À droite, la peau fraîchement nettoyée. Au niveau des bactéries, nous avons une nette amélioration. On voit qu'après nettoyage, on a beaucoup moins de bactéries, notamment on peut le voir à ce niveau-là, au niveau du milieu de la joue, au niveau du nez aussi, où c'était assez chargé. Après seulement 3 jours, des bactéries prolifèrent déjà. Ne pas se laver régulièrement le visage a donc des conséquences. La peau, c'est un organe vivant qui se renouvelle et qui a un système d'auto-nettoyage. Mais c'est vrai que si on la lave jamais, les bactéries qui sont bonnes pour la peau vont être débordées par les mauvaises bactéries et on va voir proliférer des petits boutons, des petites infections, des folliculites, etc. Retrouvons Virginie qui, même si elle ne se maquille pas, se nettoie la peau tous les soirs. Bon, des fois, quand j'ai des journées un peu plus chargées, je me sens plus sale. Et en général, j'y vais carrément avec un bon savon de Marseille. Voilà. Du savon de Marseille sur le visage ?
Qu'en pense notre dermatologue? La peau, c'est pas du carrelage. On nettoie pas sa peau avec des produits pour frotter et après avoir une peau bien nette. Non, la peau, c'est vivant. Il y a un film hydrolipidique sur la peau qui sert à la protéger. Et à chaque fois qu'on se lave, on enlève ce film hydrolipidique et la peau doit faire l'effort de le refabriquer. Cette barrière hydrolipidique, faite de sueur, de sébum et de bonnes bactéries, est très fragile. Donc on évite les savons trop détergents. Et cela vaut en particulier pour les enfants. Explication de Marie Ferneni, dermopédiatre. Les enfants ont beaucoup moins de sueur et beaucoup moins de sébum que les adultes, étant donné qu'ils n'ont pas les hormones. Enfin, avant l'adolescence, ils vont avoir la peau moins grasse et qui a moins besoin d'être nettoyée. Il n'est donc pas nécessaire de laver la peau d'un nourrisson tous les jours, à l'inverse de la peau d'un adolescent riche en sébum. Quant à vous, messieurs, bonne nouvelle, votre peau peut supporter du savon sur le visage, le même que celui que vous utilisez pour le corps. Les hommes ont de la testostérone, ce que n'ont pas les femmes. Et la testostérone est une hormone qui va augmenter la production de sébum. Et donc la couche hydrolipidique va être plus grasse, plus riche en sébum. On sait aussi que la peau des hommes est plus épaisse sous l'influence de ces hormones. Donc effectivement, plus résistante. Donc pour la plupart des hommes, on peut utiliser un savon classique pour se laver le visage. Pour les femmes qui ne se maquillent pas, mieux vaut utiliser un savon au pH neutre pour ne pas agresser la peau. Et pour les peaux les plus sensibles, comme celle des enfants, un savon sans savon que l'on appelle un syndette. Et quel que soit le produit, ne croyez pas que si vous frottez beaucoup, c'est plus efficace. C'est même tout le contraire.